conduit nécessairement, dès qu'on précise la qualité du naturalisme de Molière, à poser la question de son attitude en matière religieuse. Il est superflu de démontrer que toute morale détendue comporte un danger et une menace pour le christianisme. Les accommodements sont délicats dans ce domaine et supposent une foule de précautions expresses et de raccords dont Molière ne s'est que fort peu préoccupé ou fort mal. Si son théâtre n'est pas expressément antichrétien, ni d'intention ni de fait, il n'en exprime pas moins un mouvement d'opinion qui, après avoir longtemps coexisté avec la tradition chrétienne, devait finir par s'en détacher et par la combattre. Toutes les discussions sur le Tartuffe, qu'elles aient été faussées par le souci de ne pas brouiller trop ouvertement Molière avec la religion ou par l'espérance évidemment anachronique de trouver en lui un philosophe militant, laissent intact ce fait éloquent. Les porte-paroles les plus divers du christianisme, au XVIIe siècle, quel que fût leur caractère ou celui de leur secte, ont jugé le Tartuffe dangereux. On peut discuter à perte de vue sur les intentions de Molière, mais le fait est qu'il a mis d'accord contre lui des jésuites comme Bourdaloue, des jansénistes comme Baillet, les espions militants de la Compagnie du Saint-Sacrement, qui n'étaient spécialement ni jésuites ni jansénistes, des hommes comme Bossuet et Lamoignon, qui représentaient sous sa forme la plus générale la sévérité du christianisme. Sans doute faut-il tenir compte des protestations de Molière, qui ne ressentait pas forcément au même degré que nous l'opposition de sa morale et des préceptes du christianisme. Même si logiquement l'incompatibilité existe entre la sagesse de Molière et la folie de la croix, il n'est pas dit qu'elles doivent toujours être ressenties. Les contradictions logiques n'éclatent souvent que fort tard, après une longue période d'incubation, durant laquelle les incompatibles peuvent faire assez bon ménage. Le XVIIe siècle et Molière avec lui peuvent ne pas avoir vu nettement deux forces ennemies dans la sagesse des honnêtes gens et dans la loi chrétienne. Toutefois, une claire conscience du dilemme existait au moins chez les chrétiens les plus exigeants, qui écartaient quant à eux tout compromis. Et puis, il faut moins se soucier pour apprécier la portée du Tartuffe des intentions de Molière que de la place prise par sa pièce dans l'histoire de l'esprit public. De ce point de vue, les vicissitudes du texte du Tartuffe et des dessins de son auteur s'effacent devant le fait de la querelle soulevée par l'œuvre qui apparaît beaucoup moins aisément comme la suite d'un malentendu que comme un épisode du discrédit progressif de la morale chrétienne entre la Renaissance et l'Encyclopédie. Le Tartuffe a été écrit à une époque où la force du veto chrétien s'était atténuée sans que cette désaffection se traduisît encore par des audaces philosophiques ouvertes. On commença par distinguer la superstition de la religion avant d'appeler superstition la religion elle-même. Non seulement le moine bourru de Sganarelle, mais les chaudières bouillantes de l'enfer beaucoup plus vénérables, pourtant dont Arnolphe essaie encore de terroriser sa pupille, ont commencé à être ridicules avant le dogme. On riait de tout cet attirail bon à terrifier le peuple ignorant, de ces grosses malices solennelles à faire peur aux sottes, de ces foudres déjà mouillées entre les mains des Jupiters grincheux du vieil Olympe familial. On en riait peut-être sans arrière-pensée d'impiété, et pourtant les ennemis de Molière ne jugeaient pas inutile de dénoncer comme sacrilège l'encouragement donné à cette sorte de rire. Le rire qui atteint la superstition rend un son désagréable aux oreilles des dévots. Même les plus philosophes, soit qu'ils ressentent avec douleur les offenses faites à toute croyance, même grossière, au surnaturel, soit qu'ils redoutent de voir identifier la foi à la simplicité d'esprit, dont ils n'aiment pas à s'avouer débiteurs. Les anathèmes des chrétiens contre Molière s'inspirent plus d'une fois de ce motif qui se relie à d'autres plus graves. Le même rire qui atteint les superstitions terrifiantes frappe aussi les excès du scrupule religieux et d'une façon générale tout le côté tendu et antinaturel de la religion. La philosophie facile des gens du bel air s'allie au bon sens du peuple pour tourner en dérision la pudibonderie, vraie ou affectée, les mines contrites et le zèle agressif des dévots. Dorine, en embrouant Tartuffe dans le langage d'une servante, faisait rire les spectateurs de bonne compagnie. Le ridicule du dévot qui s'effarouche d'un décolleté ou se reproche d'avoir tué une puce en faisant sa prière n'était sans doute pas chose entièrement nouvelle, mais les réactions suscitées par les pièces de Molière donnent à penser que la sature du bigot commençait à revêtir une signification subversive. C'est parce que la religion se sentait déjà menacée qu'elle n'aimait plus beaucoup la plaisanterie. Le temps n'était pas loin où le rire sera contre elle l'arme ordinaire du naturalisme philosophique. Quelle qu'ait pu être l'intention de Molière,
La peinture qu'il a faite du saint personnage annonce en plus d'un endroit les idées et le ton du siècle suivant. Il n'est pas rare qu'une œuvre dépasse le dessin de son auteur et emprunte à tout un ensemble historique dans lequel elle se situe une signification de fait plus réelle que sa signification intentionnelle. Le Tartuffe, en plusieurs endroits, est de 100 ans en avance. L'amour qui nous attache aux beautés éternelles n'étouffe pas en nous l'amour des temporels, le Tartuffe. C'est la pensée et le tour de Voltaire. Comment s'étonner que tout ce qu'il y avait de chrétien dans ce temps-là ait poussé les hauts cris au portrait, que referont sans cesse les philosophes que de ces dévots ambitieux et méchants, qui savent ajuster leurs ailes avec leurs vices, sont promptes et indicatifs, sans foi, pleins d'artifices, et pour perdre quelqu'un couvrent insolemment de l'intérêt du ciel leur fier ressentiment, d'autant plus dangereux dans leur âpre colère qu'ils prennent contre nous des armes qu'on révère, et que leur passion dont on leur sait bon gré veut nous assassiner avec un fer sacré. Ces vers n'ont perdu leur virulence que depuis que la dévotion a cessé d'être un moyen privilégié d'intriguer, de dominer et de nuire, sans même supposer que Molière ait voulu s'en prendre de façon précise à une secte de dévots militants, comme la Compagnie du Saint-Sacrement, et si l'on donne à son Tartuffe la valeur d'un type général, type du dévot remuant et avide de domination, il est bien évident que ce type a existé et que la peinture de Molière évoquait aux yeux du public un personnage réel. Au-delà des cabales particulière des compagnies plus ou moins secrètes qui se donnaient pour tâche d'espionner les mœurs et de dominer les actions des fidèles, ce qu'on appelait d'une façon générale la cabale des votes désignait un ensemble plus vaste, une solidarité de penchants, d'intérêts et de conduite plutôt qu'un parti proprement dit. Ce personnage écrit à propos de M. Loyal, l'auteur de la lettre sur l'imposteur, est un supplément admirable du caractère bigot et fait voir comme il en est de toute profession et qui sont liés ensemble bien plus étroitement que ne le sont les gens de bien, parce qu'étant plus intéressés, ils considèrent davantage et connaissent mieux combien ils se peuvent être utiles les uns aux autres dans les occasions, ce qui est l'âme de la cabale. La cabale ainsi entendue n'était ni jésuite ni janséniste. Elle s'inspirait de tout ce qui dans le christianisme pouvait permettre de censurer, persécuter, envahir. Dans ce mélange de zèle et d'intérêt, les duretés du jansénisme s'alliaient à la diplomatie jésuitique. Tartuffe est tour à tour sévère et casuiste. Aujourd'hui, comme alors, le bigot passe également pour fanatique et pour hypocrite. Cette double flétrissure ne paraît pas contradictoire au public et qui imagine fort bien ensemble la sévérité violente et l'égoïsme. Seule une logique artificielle évoquera le dilemme de la sincérité et de la grimace. Molière croit sans doute à cette distinction, mais il la ruine lui-même en déniant instinctivement la sincérité véritable à tout ce qui est excessif, en confondant l'outrance et le mensonge. En dénonçant enfin, dans tous les cas, le droit que les dévots s'arrogent de reprendre et de régenter le prochain. En effet, c'est au point où le zèle dévot devient indiscret que la ferveur sincère et l'hypocrisie cessent de se distinguer. Les vrais dévots, ceux à qui Molière prétend rendre hommage, sont ceux qui ne cherchent pas à s'imposer à autrui. Ce ne sont point de tout fanfarons de vertu, on ne voit point en eux ce faste insupportable, et leur dévotion est humaine et traitable, ils ne censurent point toutes nos actions. Tartuffe est un censeur des mœurs, et on le tient pour hypocrite dans la mesure où il se mêle de gouverner les autres. La révolte de la famille est telle qu'elle s'exprime dès le premier acte par la bouche de la servante, a bien cette signification. Or, on ne peut nier que ce soit une forme de pensée bien plus édifiante que de charger de tous les vices quiconque fait profession de censurer le vice. Considérée de ce point de vue, toute l'histoire du Tartuffe est bien celle d'une escarmouche entre la philosophie du monde et l'ordre moral chrétien. Que Molière ait cru sa pièce compatible avec la vraie religion et que beaucoup de ses contemporains aient partagé son sentiment, cela ne prouve pas forcément qu'il n'y ait rien de subversif dans le Tartuffe. Cela tendrait au contraire à prouver qu'il y avait déjà quelque chose de subversif chez tout le monde. L'existence même d'un parti dévot, les efforts déployés pour organiser la tyrannie du dogme et la morale chrétienne sont un signe qui ne trompe pas. L'ordre moral n'a de raison d'être que dans la menace du désordre. La désaffection de la morale religieuse se poursuivait depuis plus d'un siècle. La prochaine révolte des esprits contre la contrainte chrétienne était en germe dans la société. L'Église, alarmée de ce combat tranquille et qui lui livrait la vie civilisée, ses plaisirs et ses lumières, réagissait déjà violemment, sans grand succès. Il est significatif que la cabale ait été cabale, qu'elle ait dû agir en secret, le pouvoir était contre elle.
Louis XIV soutint obstinément l'auteur de l'école des femmes, du Don Juan et de Tartuffe contre ses ennemis dévots, et non pas seulement pour des raisons accidentelles, parce que les dévots mécontentaient le jeune roi ou censuraient ses amours, mais parce que plus profondément la monarchie, surtout dans ces périodes de bonheur, était solidaire d'un certain épanouissement de la vie, au moins dans les hautes classes. C'est un pouvoir qui se veut riche et fait refluer sa richesse sur la partie de la société qui l'entoure, qui se veut aisée en un certain sens et qui, dans ce qu'il y a de meilleur, prétend contenter pour régner. Le XVIIIe siècle fera la théorie de cette monarchie éclairée qui coordonne les progrès et les développements naturels, comme la raison coordonne les désirs sans les contrarier. La morale de la raison accordée aux choses, cette morale qui est celle de Molière, s'est développée parallèlement au progrès de la monarchie. Avant de s'élargir en une doctrine de l'État et du monde, ouvertement dressée contre l'esprit de contrainte et la religion, elle existait déjà au temps de Louis XIV sous la forme plus modeste d'une théorie de la sagesse personnelle et civile. Le naturalisme de Molière consiste donc moins à dénoncer la présence de l'instinct naturel sous ses déguisements idéaux, comme feraient Pascal ou Nicole, qu'à dénoncer la sévérité elle-même à laquelle Pascal et Nicole aboutissent comme un déguisement de l'agressivité et de l'égoïsme. La puissance irrésistible de la nature engendre ici une irrésistible indulgence qui se communique, au moins par le rire, à toutes les formes, même les moins belles, du désir. Le rire enveloppe tout dans le même mouvement. La séparation du bas et du sublime s'efface, dissipant l'anxiété ou le scrupule, libérant un scepticisme supérieur que n'altère aucune ombre de tristesse. Cette sorte de scepticisme se retrouve dans une façon particulière de porter la qualité, dont les prérogatives indépendantes de toute illusion de mérite moral ne cherchent guère à se justifier, et sont l'objet d'une raillerie libre, tolérée par les gens de qualité eux-mêmes, bien accueillis en tout cas par le public de Versailles. Ainsi, dans le prologue d'Amphitryon, la réponse de Mercure à la nuit qui se fait scrupule de servir les amours de Jupiter. Un tel emploi n'est bassesse que chez les petites gens, lorsque dans un haut rang on a l'heure de paraître, tout ce qu'on fait est toujours bel et bon, et suivant ce qu'on peut être, les choses changent de nom. C'est au moment où l'irrespect, le doute jeté sur la hiérarchie de la morale et de la société, le mélange naturel et la confrontation comique des valeurs que l'artifice des hommes sépare d'ordinaire, passe ou semble passer les limites du simple jeu, que l'on perçoit soudain la grandeur de Molière. C'est cet accent libre, cette facilité de regard qui le met au premier rang. Alors l'opposition du valet et du maître et de la servante et de la maîtresse appelle des revanches secrètes qu'on n'eût pas prévues. La rapine chez Scapin, la fourberie chez Mascarille, la jalousie ou le cynisme chez Gros René ou chez Alain, même la pusillanimité chez Sosie ou chez tel bourgeois qu'une épée fait trembler, perdant tout aspect ignoble, apparaissent comme la vérité, librement confessée du caractère humain. Toute cette humanité sans attrait à sa poésie, à elle, irrésistible comme la vérité, agile, merveilleuse à déjouer les illusions et les bienséances. L'honnête homme a besoin d'être complété et en quelque sorte ironisé par l'accompagnement de ce double plus humain que lui fait son valet. Dorine et ses pareils jouent le même rôle auprès des jeunes filles timides et glorieuses, à qui elle enseigne sans détour les grands chemins de la vie et du cœur. La convention de la pudeur féminine a du mal à sortir intacte de cette confrontation avec la vérité venue d'un étage social inférieur. Par l'entremise de tous ces personnages, l'instinct, libre de toute entrave, vient se mesurer à l'honnêteté et fait douter qu'elle puisse lui résister. Partout le plaisir tourne en dérision la dignité, comme dans ce prologue d'Amphitryon où les métamorphoses de Jupiter en animaux amoureux inspirent à Mercure ces réflexions vraiment admirables. Laissons dire tous les censeurs, tels changements ont leur douceur qui passe leur intelligence. Ce Dieu sait ce qu'il fait aussi bien là qu'ailleurs, et dans les mouvements de leurs tendres ardeurs, les bêtes ne sont pas si bêtes que l'on pense. Le passage sans scrupule du Dieu à la bête, la loi facile et égalisante de l'amour, la dissolution de toute hiérarchie dans l'univers, le jeu sans borne d'un désir exempt de toute angoisse, le mélange libre des valeurs, de semblables leçons de sagesse qui naissent à chaque instant du texte de Molière, sont plus qu'un simple badinage, le signe d'une liberté morale indiscutable de la société pour laquelle il écrivait. Le scepticisme dans la noblesse de cour a cependant son revers. Ses audaces s'accompagnent de l'habitude d'obéir, de se conformer à ce qu'on nomme souvent trop vite la nécessité.
La philosophie de l'agrément conduisait par la détente à l'acceptation de l'ordre établi. C'était, et ce fut longtemps encore jusqu'à la Révolution et au-delà, un axiome politique courant que la privation est le prix de la liberté et la docilité la rançon du plaisir. Les maximes héritées sur ce point de l'Antiquité s'étaient trouvées confirmées par l'expérience d'un despotisme magnificent. Le même rire qui, dans Molière, favorise le plaisir, s'oppose à toute exaltation émancipatrice et fait aussi volontiers le jeu du préjugé que celui du progrès. Le bon sens n'est souvent chez lui que le sens de la conformité aux usages régnants. Toujours au plus grand nombre on doit s'accommoder, et jamais il ne faut se faire regarder. Je tiens qu'il est mal sur quoi que l'on se fonde de fuir obstinément ce que suit tout le monde, et qu'il vaut mieux souffrir d'être au nombre des fous que du sage parti se voir seul contre tous, l'école des maris. La raison même, loin d'être un instrument de subversion, n'est souvent que la résignation à la nécessité naturelle qui se joue de nous et de nos prétentions. La plaisanterie des femmes savantes sur les lois de l'équilibre, dont la connaissance n'empêche pas de tomber par terre, avec toute sa beauté, traduit un penchant général à placer au-dessus de la conscience la force des choses et humainement la force des habitudes et des usages. Avec l'idéalisme, c'est l'inquiétude du mieux qui est condamnée. Molière, se conformant aux préjugés qui régissaient malgré tout la société, admet qu'un bourgeois est à jamais un bourgeois, une femme à jamais une femme. Tout le reste passe pour chimère, justiciable du rire souverain des ancêtres. Inutile de dire le parti que l'on en a tiré depuis 100 ans, non sans en déformer bourgeoisement la nature, ni sans en grossir démesurément l'importance dans l'ensemble de l'œuvre de ce scepticisme conservateur. Ce n'est pas en général par le rire que nous nous égarons, écrit Saint-Marc Gérardin à propos de la comédie de Georges Dandin. La sentimentalité est plus corruptrice que la gaieté, même quand la gaieté s'écarte quelque peu de la morale. Depuis que le sophisme s'est glissé dans l'émotion, je me défie plus des larmes que du rire. C'est Molière utilisé contre Rousseau et à bon droit, puisque Rousseau lui-même à plusieurs reprises s'est défini contre Molière. L'opposition du rire et du sentiment, où se reconnaît aisément dans ce cas celle du conformisme et de la révolte, a formé l'essentiel des polémiques provoquées par le misanthrope, celle des comédies de Molière, Tartuffe mis à part, qui fut discutée le plus longuement et le plus passionnément. Le Tartuffe et le misanthrope peuvent passer à bon droit pour les deux colonnes de l'œuvre de Molière. Si on définit son génie par le mélange de la hardiesse et de la conformité, ces deux pièces sont chacune à un pôle de son théâtre. Bien mieux, Tartuffe marque le point où la liberté de vivre vient en conflit ouvert avec la tradition religieuse, et le misanthrope celui où la sagesse tourne à la docilité. Il est naturel que les démêlés les plus vifs se soient produits autour de ces deux avancées. Alceste incarne et réfute l'idéalisme réformateur que Molière a dépeint en lui de la façon la plus défavorable, en le rattachant à un tempérament mal équilibré, à la fois persécuteur et susceptible, égoïste et malheureux, désemparé et violent. Il est de fait que toute révolte suppose une inadaptation profonde à l'état des choses, et que toute inadaptation réelle, forcément liée à quelque insatisfaction douloureuse, paye en misère et en faiblesse inévitable la rançon de sa fécondité dans l'ordre de l'esprit. La société, telle qu'elle est à chaque époque, est un fait tellement écrasant qu'il est difficile de réaliser contre elle un équilibre supérieur au sien. En un sens, l'homme le mieux équilibré est celui qui a pris place lui-même avec le moins de souffrance dans l'agencement, si barbare qu'il soit de la société existante. L'emprise d'un système social est si forte qu'il faut qu'il ait cessé d'être pour devenir l'objet d'une condamnation tranquille. Si l'on entre dans la psychologie des individus, et non pas seulement dans la comparaison des valeurs, on trouve 9 fois sur 10 l'inquiétude au fond de la révolte. Et l'inquiétude a toujours son passif, entrave affective, agressivité irraisonnée, mauvais contrôle de soi. Pourtant, les êtres que leur sensibilité, leur insatisfaction ou leur fierté empêchent à certains égards de vivre normalement, quand ils ne sont pas simplement broyés par la machine sociale, en perçoivent souvent les vices avec plus de lucidité que les autres, les détestent davantage, les dénoncent mieux et peuvent faire que leur propre faiblesse devienne une force pour le genre humain et leur déséquilibre particulier la cause d'un équilibre général nouveau. Tel n'est évidemment pas le point de vue de la philosophie conservatrice qui s'emploie à tirer le plus grand parti possible des coïncidences qu'elle constate entre les vices du caractère et l'esprit de révolte. Il faut bien reconnaître que Molière, dans le cas d'Alceste, n'a pas procédé autrement.